Bonjour, bonjour, je sais même pas comment commencer cette vidéo parce qu'elle est très différente de ce que je fais d'habitude. Je crois que ce sera la première vidéo que je vais faire qui se rapproche un petit peu d'une story time. T'as vu le titre, tu sais plus ou moins de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais te raconter cette période de ma vie où j'ai fait un bref détour par les troubles alimentaires. Dans mon cas, ça a été extrêmement vite et extrêmement loin, en très peu de temps. Alors c'est un sujet qui est pas fifou, c'est pas hyper comique de parler de ce genre de troubles. Je vais essayer de te raconter ça de manière un peu divertissante malgré tout. J'ai sorti ma petite canette de circonstances. Bref, allez, on enchaîne, on n'a pas le temps, c'est une vidéo qui à mon avis va être un petit peu longue. Donc avant d'en arriver au moment où je te raconte des histoires de dégueulis, je vais quand même te placer un peu de contexte. Qu'est-ce qui a fait dans la conjoncture et l'alignement des astres pour qu'un jour je me retrouve dans cette situation? Donc c'est parti, sans plus attendre, je te place le contexte de comment j'en suis arrivée à me perdre brièvement dans le monde fort peu rigolo des troubles alimentaires. Cette histoire commence en l'an de grâce 2015. Au printemps 2015, je viens d'avoir mon diplôme, je suis diplômée, je suis prête à rentrer dans la vie active, j'ai fini mes études normalement. Sauf que, à ce moment-là, j'étais en couple avec un garçon qui avait prévu de faire un Erasmus sur la deuxième moitié de l'année 2015, qui du coup serait l'année 2016. Et conne comme j'étais, je me suis dit, hey, je vais le suivre, super, vis par toi-même, meuf! Je me suis inscrite donc dans une école juste pour pouvoir faire un Erasmus. Idée débile, vraiment, je vais continuer mes études pour suivre un garçon. Elle est vraiment conne cette meuf. Pardon, je parle de moi, faut pas que je sois méchante. Un petit peu stupide à ce moment-là, la fille. Ah, je suis déjà en train d'extrapoler de fou alors que c'est censé être une histoire hyper longue. Bref, donc j'ai dû poursuivre mes études dans une autre école qui proposait des masters, et lors de ces masters, ils proposaient également des Erasmus. Incroyable, mon dieu, faire une année d'études juste pour suivre un garçon, qu'est-ce que je pouvais être conne. Mais bon, bref, j'étais amoureuse, j'étais bête. Donc me voilà pour la première moitié de l'année dans une école que je n'aime pas du tout, où je sais que je n'apprendrai rien. Moi qui étais toujours une super bonne élève, je n'ai jamais séché un cours de ma vie. Je me suis retrouvée à aller à l'école une fois par semaine à tout péter tellement cette école me faisait perdre mon temps. Donc là on est toujours sur la première moitié de l'année où je suis encore en Belgique. À ce moment-là de ma vie, ça faisait 2 ans que j'avais des gros problèmes de genoux qui me pourrissaient un petit peu la vie. J'avais très mal et les médecins ne savaient pas me dire pourquoi ni quoi faire, et donc un petit peu dans le doute, les médecins étaient là, bon bah marche pas trop parce que comment on sait pas. Bif bof quoi. Donc j'étais très contrainte dans mes mouvements, c'était très chiant. Et donc début de cette année-là, on a pu me trouver enfin un diagnostic. Amen. Donc pour te la faire très courte, niveau diagnostic, on m'a trouvé des micro-malformations dans les genoux, et sur le côté, j'avais pris un traitement dérivé Roaccutane qui m'a asséché extrêmement fort les articulations. Micro-malformation plus assèchement des articulations, c'est pas terrible, ça frotte et ça fait mal. C'était donc ça le diagnostic. Mais surtout, ce qui était cool avec ce diagnostic, c'est qu'on a pu me proposer des solutions. Savoir pourquoi j'ai mal, c'est bien, mais ne plus avoir mal, c'est mieux. Niveau des solutions, il y avait plusieurs choses. Alors déjà, le Roaccutane, c'est un traitement qui reste très longtemps dans le sang, genre des années, mais plus le temps allait passer, plus mon corps allait l'éliminer, et donc moins mes articulations seraient asséchées, et moins ça frotterait. Donc là déjà c'est une première piste, juste attendre. Mais sur le côté, il y avait d'autres pistes également, notamment faire du sport, mobiliser un maximum mes genoux. Ce médecin-là m'a donc conseillé de faire un max de vélo, un max de spinning, de monter des escaliers, vraiment de faire plein de mouvements qui allaient mobiliser mes genoux. J'ai eu tout un tas d'exercices à faire et il a fallu que je me mette au sport pour des raisons médicales. Ah oui, et autre chose, une troisième solution, mais c'est une solution un peu béquille, c'était pas une solution durable. Pendant 2 ans après ce diagnostic-là, on a pu me faire des injections d'acide hyaluronique dans les genoux, donc c'est un petit peu du lubrifiant pour les articulations. Ça atténuait très très fort mes douleurs. Donc vraiment de ce côté-là, c'était une grosse libération. Je pouvais bouger, je devais bouger, et en plus mes douleurs étaient hyper fort atténuées. Libération totale, j'allais enfin pouvoir me mettre au sport comme je voulais. Et donc c'est sur ces bonnes nouvelles qu'on part en Espagne. Et scolairement parlant, ça n'allait pas s'arranger. Parce que je suis arrivée dans mon école d'accueil là-bas, et le premier jour où j'arrive, je leur dis bonjour, je leur dis je suis l'étudiante d'échange, je viens de Belgique, je viens pour étudier l'illustration. Et là ils me regardent, ils font l'illustre à quoi? On n'a pas d'option illustration ici, mademoiselle. Cool! Génial! Super, ça fait jamais que 6 mois que les démarches sont lancées, qu'on a envoyé les papiers, que mon école s'est occupée de faire l'échange, que mon école m'a assuré que je pouvais étudier là-bas. Donc je me retrouve dans une école qui, en gros, sait pas quoi faire de moi. Ils me disent « Ah, si tu veux, on a des cours de sculpture. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans tes cours de sculpture ?» De la sculpture. C'est surréaliste. Donc je me retrouve à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est pas l'autre bout de la planète, c'est l'Espagne. C'est pas si loin non plus, mais très loin de ma famille, très loin de tous mes repères. Et du coup, ça se mettait plus ou moins bien parce que ça me mettait plein de temps à disposition que j'allais pouvoir investir dans un truc que je pouvais désormais faire,
Du sport. À ce moment-là de ma vie, je faisais que de l'escalade. Comme c'est un sport qui me permettait de pouvoir me tracter avec les bras sans trop mettre de force dans les jambes, c'était pas trop un problème à propos de mes genoux. Mais en fait, c'est un sport qui me passionnait pas plus que ça. Et donc là-bas, pour suivre les conseils de mon médecin, je me suis acheté un vélo d'occasion, je faisais tous mes déplacements en vélo, et je me suis également inscrite à un cours de spinning. Il m'avait vraiment chaudement recommandé le spinning pour mobiliser mes genoux. Et en fait, à l'endroit où je prenais ces cours-là, il y avait une salle de musculation. Je suis passée devant 2 ou 3 fois pour me dire, vas-y, faut que je teste. Je vais faire un truc là-bas, ça va être bien. Évidemment, j'ai dû prendre des précautions, j'ai dû demander à mon chirurgien orthopédique ce que je devais, ce que je ne devais pas faire, un petit peu des précautions, mais bref, on s'en fout. C'est donc comme ça que j'ai commencé la musculation, à la base, dans des cours de spinning, en me disant, cette salle est bien étrange, elle m'intéresse, j'ai envie d'essayer. Et puis j'avais trop de temps, donc fallait bien que j'occupe mes journées. C'est également l'année où j'ai commencé la slackline, encore une fois sous les conseils d'un kiné, parce qu'apparemment c'est aussi bon pour la stabilisation des genoux. Plein de sports différents, du sport tous les jours, tout le temps, du matin au soir. Donc je me suis vraiment jetée à corps perdu là-dedans, un petit peu comme pour rattraper la frustration que j'avais pu avoir tout ce temps de pas pouvoir disposer de ma mobilité comme je le voulais, et vraiment savoir que le sport allait être un petit peu la solution à toutes ces angoisses, ça a peut-être pu faire en sorte que je me suis vraiment jetée à corps perdu dedans du jour au lendemain. Vraiment, c'était je fais pas trop de sport, je dédie ma vie au sport, jour-nuit. À ce moment-là de ma vie, j'étais végane, je vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire, je vais pas t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi je ne le suis plus aujourd'hui, mais bref, je te place ça là. À ce moment-là de ma vie, j'étais végane, et du coup ça mettait déjà quelques petites contraintes particules au niveau de l'alimentation. Comme je me suis lancée dans la muscu, j'ai tout de suite accroché, j'ai vraiment tout de suite adoré, j'ai tout de suite voulu aller le plus loin possible et me renseigner sur comment optimiser les trucs du mieux possible. Donc forcément, je me suis aussi intéressée à la nutrition et j'ai commencé à faire un petit peu attention à manger les apports nécessaires, m'arranger pour avoir assez de protéines, enfin vraiment essayer de manger le plus équilibré possible. Niveau alimentation, tout allait bien, tout était sous contrôle, ça se passait bien, je mangeais sainement, un régime un petit peu contraignant, mais franchement, un rapport à la nourriture qui jusque-là était encore très sain. L'Erasmus se déroule, moi je passe mon année à ne pas aller en cours mais à faire un tas de sport à la place. Pipoun, ça c'est le câble de mon micro. Je sais pas si vous avez vu un éclair roux passer devant, c'est normal. D'ailleurs j'ai eu une petite surprise à la fin de mon Erasmus, apparemment j'avais réussi mon année scolaire. Faudra vraiment m'expliquer comment, parce que si je suis allée 15 fois en cours sur toute l'année, c'est beaucoup. Je ne sais pas comment je l'ai réussi, mais donc à la fin j'avais le petit papier qui dit « Super, tu as réussi ton Erasmus, va faire valider ce papier-là en Belgique ». Le papier a fini à la poubelle, j'en ai rien à cirer d'avoir un diplôme de cette horrible école, je ne veux même pas être associée à eux. Donc bref, j'ai fait un Erasmus qu'apparemment j'ai réussi pour ne même pas le faire valider. Je finis par rentrer en Belgique, mon ex retourne vivre chez ses parents, moi je retourne vivre chez ma maman, je m'inscris dans une salle de sport, je continue le sport, tranquillou bilou, tout se passe bien. Le projet normalement c'était qu'à la fin de l'été on était supposés emménager ensemble, mon ex et moi, enfin c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'il me largue par SMS alors que j'étais à un festival à 6000 km de chez moi. C'est bof. Bon, c'est très bof, je te l'accorde. Mais passons, c'est pas très classe, mais passons. Mais c'est pas encore là la vraie merde, t'inquiète, ça vient, ça vient. En fait, je me retrouvais complètement perdue et par surprise en fait. C'est une rupture que j'ai pas du tout vu venir. J'étais à des kilomètres d'imaginer que ça allait me tomber dessus. J'avais pas de boulot parce que moi, l'année qui venait de passer, au lieu de chercher du boulot, je l'avais passé à suivre ce gars en Espagne. Au niveau professionnel, j'avais perdu 1 an. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais l'impression que je ne contrôlais pas ce qui m'arrivait. J'avais fait certains choix pour m'adapter à une personne qui finalement ne faisait plus partie de ma vie. Je sais, c'est complètement con de baser mes plans d'avenir juste sur un type. C'était bête, mais à l'époque, je me retrouvais vraiment perdue. Et quelle est la pire idée qu'on peut avoir quand on se fait larguer? S'inscrire sur Tinder 3 jours plus tard. Ne le faites pas, vraiment ne le faites pas, pire idée. Alors là, je fais une toute petite parenthèse. Papa, maman, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à aller directement à ce timecode. Moi, si j'en parle, c'est que techniquement, ça va, j'assume, mais comme tu es mon parent, je pense que tu serais mal à l'aise d'entendre ce qui va suivre, donc je t'invite fortement, papa, maman, à aller un peu plus loin dans la vidéo pour ne pas entendre ce qui va suivre. Bref, on peut reprendre. Papa, maman, vous n'êtes plus là, c'est bon? Ok, le chaos, ça commence maintenant. Bref, je suis sur Tinder et c'est le chaos. Je fais n'importe quoi, je tombe amoureuse de n'importe qui, flirte avec des gars avec qui c'est pas clair, je tombe sur des gars qui me donnent plus signe de vie du jour au lendemain, ou alors je tombe sur des gars qui veulent se marier avec moi alors que ça fait 2 jours qu'on discute et puis qui me pourchassent sur tous les réseaux. Je tombe amoureuse d'un gars qui était en couple depuis des années, alors je précise, je le savais pas. J'ai appris bien plus tard qu'il avait été en couple à ce moment-là, mais bref. C'est le chaos. À ce moment-là, vraiment, je suis en roue libre totale. Je sais même pas si je cherche du sérieux, si je cherche juste des plans cul. Papa, maman, vraiment, j'insiste. Va plus loin dans la vidéo, c'est mieux. Je me retrouve à être en contact avec plusieurs gars en même temps, avec qui c'est pas clair, je sais même pas quel statut on a, je sais pas si on est en couple ou pas. Je ne sais pas. Je me retrouve plus ou moins en flirt/couple avec un gars qui m'apprendra finalement qu'en fait il est dealer et trafiquant d'armes. Et impuissant à cause du dopage, mais ça c'est encore autre chose.
La caméra avait coupé, elle ne pouvait pas tolérer tant d'indécence. Désolée caméra, j'ai pas fini mon histoire. Jusque-là, dans ma vie, j'avais été en couple avec seulement 2 garçons. À chaque fois, ça avait duré des années, c'était des garçons très stables. Et j'avais pas prévu à ce moment de ma vie de me retrouver célibataire. Je sais, c'est pas une excuse, hein. Concrètement, de ce côté-là, je contrôlais plus rien, je me laissais porter au gré du vent et le vent faisait vraiment de la merde. De là, je vais tomber dans un contrôle excessif de ce que je contrôle encore, mon corps. Pourquoi est-ce que je montre mes plantes? Mon corps, il est là, Aline. Mon corps. Je vais tomber dans un contrôle maladif au niveau de ce que je mange et au niveau de mes entraînements. Et c'est même pas encore là le pire, ne t'inquiète pas, là on est vraiment tout doucement en train de placer le terrain. Le pire arrive. À ce moment-là, je m'entraîne tous les jours sans aucune exception, et je rappelle que c'est contre-productif, ton corps il a besoin de se reposer. Si tu t'entraînes tous les jours, comment veux-tu que tes muscles cicatrisent bien et grossissent? Je m'entraîne beaucoup trop, je contrôle à l'extrême tout ce que je mange, je ne m'autorise aucun écart. Et je le rappelle vite fait, mais j'étais végane à ce moment-là, donc respecter un régime vegan qui soit ultra sain au niveau de mes apports énergétiques, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête et c'est super contraignant. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais en étant dans un contrôle aussi extrême que celui que j'avais à ce moment-là, c'est pas sain. Je suis désolée, c'est pas sain. À ce moment-là, je comptais mes calories, je comptais les grammes de glucides, de lipides, les grammes de protéines. Je prenais vraiment, je pesais tout au poil de cul. Et quand je dis que je comptais au gramme près, s'il me fallait 61 grammes de protéines, je mangeais 61 grammes de protéines. Pas 60, pas 62. Je suis de nature extrêmement perfectionniste. Quand on me donne des objectifs chiffrés, je vais suivre ce chiffre. Si je décide que sur mon repas, il faut que je mange 584 calories, je mangerai 584 calories. Je peux couper un champignon en deux pour avoir pile l'apport qu'il me faut sur un demi-champignon. Une petite seconde, mon téléphone sonne. Allô? Oui, bonjour, je suis de retour pour la pire partie de l'histoire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, hein. Franchement j'ai du recul là-dessus, donc maintenant ça me semble comique comme histoire, mais ça l'est pas du tout. Attends, donc j'en étais où? Contrôle excessif, je compte mes calories, ça va pas du tout, je fais n'importe quoi dans ma vie, j'ai aucun repère, il y a tout qui s'écroule. On était plus ou moins là, ouais. Donc bref, je tiens ce rythme plusieurs semaines, peut-être même, je pense, 2 mois entiers sans faire le moindre écart. Jamais. Je faisais pas de cheat meal, je m'autorisais aucun petit plaisir en extra. Et je le rappelle vraiment, j'insiste, ce n'est pas sain. Ne faites pas ça. On a tous besoin de se faire plaisir quand on mange une fois de temps en temps. Compter ses calories à l'extrême, c'est vraiment pas sain, je ne le recommande pas du tout. C'est un truc qui me fait très peur, je veux vraiment pas créer d'obsession aux autres comme moi j'ai pu en vivre. Donc c'est une des grosses raisons pour lesquelles je ne donne jamais de chiffres, je ne conseillerais jamais à qui que ce soit de compter ses calories ou de peser sa bouffe. Le pifomètre, c'est très bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais à ce moment-là, je mangeais plus en famille. En fait, ma maman travaille du matin au soir, on travaille. Et moi, comme je m'entraînais le soir parce que je me disais que si je m'entraînais après avoir mangé, j'allais brûler les calories de mon repas. Non, pas du tout. Mais donc bref, je mangeais hyper tôt pour pouvoir m'entraîner le soir et comme ça, je mangeais plus après et j'allais dormir à jeun et c'est débile. Donc bref, déjeuner, dîner, souper. Ah merde, c'est en Belgique qu'on dit ça. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Bon bref, les 3 repas de la journée, je les prenais seule. Je ne me restreignais pas. Mon but, c'était pas de perdre du poids, mais juste d'avoir les apports optimaux. Je mangeais sainement, mais mon rapport à la bouffe n'était pas sain du tout. Et un beau jour, c'est là tout de suite qu'on bascule, c'est aujourd'hui. Et donc un beau jour, je viens de finir mon repas de midi, je m'en souviens, je mangeais dans la cuisine, et je me dis, putain, j'ai vraiment très envie de Nutella. J'avais très envie. Je savais qu'il y avait un pot de chocolat dans l'armoire, c'est même pas du Nutella en fait, c'est du Nocciola, c'est le Nutella des bourgeois. Pardon. Donc je savais qu'il y avait ce pot de Nocciola dans l'armoire, je le savais, je le sentais de là, il était à plusieurs mètres de moi, mais je sais pas, ce jour-là, il me fallait du chocolat. Et je me suis dit, bon, juste une cuillère, ça va pas me tuer. Et oui, effectivement, juste une cuillère, ça va pas me tuer normalement. Donc bref, me voilà à manger ma cuillère de chocolat. Je viens de la finir, c'était délicieux, c'est la première fois depuis tellement longtemps que je mange du vrai bon gros sucre. Et là, je culpabilise. Je me dis que j'ai perdu le contrôle, je m'en veux et pour moi c'est pas une idée acceptable à ce moment-là que juste j'ai foiré ma diète et il y a rien à faire. Je devais absolument réparer ça entre guillemets et je me suis dit bon, je vais me faire vomir, c'est pas pour une fois. À la seconde je me dis bon bah au pire je me fais vomir et tant pis. Je me suis dit bon bah quitte à me faire vomir, je vais bouffer tout le pot. À la seconde où l'idée m'a traversée de me dire bon bah tant pis je vais me faire vomir comme ça c'est annulé. Je mettais le doigt dans quelque chose de très dangereux, un terrain hyper glissant, et de là, ça allait très vite. Je dégomme le pot, je vais vomir aux toilettes, et de là, la machine était lancée, ça allait être un désastre. Ce soir-là,
j'ai mangé normalement et je me suis pas fait vomir. C'était la dernière fois avant ce qui va suivre que je finissais un repas sans me faire vomir. Le lendemain matin, je déjeune. Le petit déjeuner, c'est le repas que je préfère en temps normal. C'est toujours le repas que j'ai préféré, même à l'époque. Je me souviens très bien, à l'époque, je mettais des flocons d'avoine, je mettais des fruits rouges dedans, c'était trop bon. Et j'adorais le petit déj parce que comme il y avait des fruits rouges, moi qui mangeais jamais de sucre, c'était ma dose de sucre du jour et c'était trop bon. J'adorais le petit déj. Mais il était carré, je savais la quantité qu'il m'en fallait, il était pesé au milligramme près. À la fin de mon bol, j'avais envie d'un deuxième bol. Comme tous les matins, parce que j'aime trop le petit déj, sauf que les autres matins, je me contrôlais. Sauf que là, l'idée avait fait son chemin. La mauvaise idée était déjà en place et je savais, ok, si je mange un deuxième petit déj, je le vomis et on n'en parle plus, ce sera annulé. Et donc, je vais vomir et je déjeune une deuxième fois. Le repas de midi arrive, je mange normalement, en pesant tout évidemment. Et puis, le repas de midi est fini et il n'y a plus de Nutella / Nutella. Parce que le seul pot, je l'ai mangé la veille. Et chez ma maman, il y a très peu de friandises. On a tout pété une boîte de biscuits à la maison. Et c'est des biscuits qu'elle va manger le soir devant la télé avec moi. Elle va en manger un par soir. Ma maman mange très sainement. C'est des très bonnes habitudes qu'elle m'a données. Mais donc, on a tellement peu de friandises qu'elle sait très bien la quantité qu'on en a. Et si je défonce un paquet, elle va s'en rendre compte. Pas qu'elle soit dans le contrôle de ce que je mange. Elle m'a jamais fait de réflexion quand je mangeais trop ou quoi. C'est juste elle allait s'interroger et je voulais pas qu'elle s'interroge. Donc, je suis allée au Carrefour au coin de ma rue et je suis sortie avec, je m'en souviens très bien, un peu plus de 30 € avec que du chocolat. J'avais acheté une barquette entière de Bounty, j'avais acheté des chocobons, une tablette de chocolat Milka, des Oreos si je me trompe pas, enfin bref, 30 balles que de chocolat. Je rentre chez moi avec ce sachet de courses et là, je vais m'empiffrer. C'est pas manger, c'est pas déguster, c'est bouffer à ce stade. En fait, je savais que si je gardais la nourriture longtemps dans mon estomac, j'allais l'assimiler. Il fallait que je la bouffe le plus vite possible, pour la vomir le plus vite possible, pour que ce soit vraiment totalement annulé. Et puis je me suis forcée à vomir jusqu'à voir dans les aliments que c'était plus du chocolat. En voyant ce qui sortait, que c'était genre des légumes, je me disais ok, là on touche plus, c'est que c'est le repas qui est sain, on arrête de vomir. En fait c'était ça ma jauge à chaque fois pour m'arrêter de vomir. Je vomissais jusqu'à ce que ce soit plus du chocolat mais de la vraie bouffe qui sort, enfin de la vraie bouffe, on se comprend. Et puis le soir, rebelote. Carrefour, souper, vomi. Et le lendemain, rebelote. Petit déj, vomi, dîner, vomi, souper, vomi. Au bout de même pas 3 jours, je déjeunais avec un seau en plastique à côté de moi. Vraiment, c'est lunaire cette histoire. Même en la racontant, même en l'ayant vécue, j'ai du mal à croire comment j'ai pu tomber aussi vite dans des extrêmes pareils. Et donc je déjeunais avec un seau en plastique à côté de moi. Et donc je pouvais manger comme ça 4, 5, 6, 7 fois mon petit déj en le vomissant à chaque fois entre temps. Je ne mangeais pas le même petit déj, comprenons-nous bien. Mais genre je mangeais un petit déj, je le vomissais. Je remangeais un petit déj, je le vomissais. Et je recommençais jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que j'ai ma dose, jusqu'à ce que j'ai mal au ventre à force de vomir. Et puis tous les midis, et tous les soirs, j'étais chez Carrefour et je sortais avec un panier de entre 30 et 50 € de chocolat. Je sais pas si tu conçois le volume de bouffe que ça représente, 50 € de chocolat. Même en prenant des marques super chères, il y a beaucoup. Et c'était de plus en plus, tous les jours, je sortais avec de plus en plus de montagnes de chocolat en rentrant chez moi. Et très vite, j'ai dû commencer à cacher les emballages parce que comme on n'a pas d'Oreo et tout chez moi, en voyant dans la poubelle qu'il y a des emballages de trucs qu'on n'achète jamais, ma maman allait peut-être se poser des questions. Et je voulais vraiment pas qu'elle se pose des questions. Donc je cachais les emballages dans un tiroir dans ma chambre. Et quand j'allais au Colruyt pour acheter ma prochaine grosse bouffe, je prenais tous les emballages dans mon sac, comme ça je les jetais dans une poubelle publique sur le chemin, juste avant le coin de la rue avant d'arriver au magasin. Et donc tous les jours, je faisais la vidange des déchets, j'allais faire le plein. Quand j'avais fini de manger mon repas normal, le repas qui était prévu, on va dire, à la cuisine, je montais aux toilettes et je mangeais mon chocolat dans les toilettes, assise par terre, à côté de la cuvette, pour minimiser au maximum le temps entre le moment où je l'ingère et le moment où je le vomis. Le truc, c'est qu'en plus, je vomissais pratiquement entre chaque truc que je mangeais un Bounty en entier, je le vomissais avant d'entamer le suivant, parce que j'avais peur que si ça reste dans mon estomac pendant 3 minutes, je vais l'assimiler. Je me revois bouffer une plaquette de chocolat, la vomir, manger la suivante, la vomir, manger un paquet d'Oreo, le vomir, manger un paquet de Bounty, le vomir. Lunaire, cette histoire, complètement lunaire. Et au final, je m'arrêtais que quand j'étais épuisée, que j'avais mal au ventre, que ça me dégoûtait l'idée de manger tellement j'en pouvais plus. En fait, je me faisais mal, ça faisait même pas plaisir, ça faisait même pas du bien. J'ai encore du mal à comprendre cette pulsion que j'avais. Je crois que j'ai accumulé une quantité de frustration faramineuse au niveau de la bouffe ces mois qui ont précédé, et que du coup, je me lâchais complètement, mais c'était même pas me lâcher parce que je me faisais même pas plaisir.
C'était vraiment gober, vomir, ça ne faisait même pas du bien. Et quand je suis à ce stade où je mange du chocolat par terre dans les toilettes et où je cache mes déchets dans les tiroirs pour au final jeter mes déchets dans une poubelle publique quand j'ai calculé d'aller acheter de la bouffe au magasin, ça fait 2 jours que j'ai vomi pour la première fois de ma vie. 2 jours. En 2 jours, je passe du « oh, je vais vomir pour la première fois de ma vie histoire de pas avoir assimilé du chocolat » à ça. À ce genre d'extrême. Même aujourd'hui, je trouve ça effrayant, je trouve ça terrifiant de voir à quel point ça peut aller vite de passer de ce stade de « ok, je vomis jamais » à « ok, je vais vomir plusieurs dizaines de fois par jour, sans exception ». Je suis peut-être la seule que ça choque à ce point, peut-être qu'il y a plein de gens pour qui c'est acquis et évident que les troubles alimentaires vont très vite, mais pour moi c'était vraiment une surprise et encore aujourd'hui j'ai du mal à concevoir que ce soit allé aussi vite pour moi. Et moi, à ce moment-là, comment est-ce que je percevais tout ça? Est-ce que j'arrivais à me rendre compte que j'avais un problème ou pas? Bah pas du tout. En fait, à chaque fois que je vomissais, je me disais « c'est juste une fois ». Bah non. Non, visiblement non. Et puis aussi, en fait, comme je mangeais encore toujours des apports caloriques très calculés, où je savais exactement ce qu'il me fallait pour progresser, pour ne pas spécialement maigrir, je considérais que comme je mangeais quand même mes repas sains, j'avais pas de problème puisque je ne m'amaigrissais pas. J'ai pas de problème, non, je me fais vomir, mais en vrai, je mange sainement, regarde. Je fais du sport, je mange mes apports, je mange même du gras parce qu'il en faut pour progresser, regarde, je mange bien. C'est ça qui se passait dans ma tête. Dans ma tête, j'avais aucun problème. Je me voyais pas comme anorexique, j'avais même pas le but de maigrir. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai fini par avoir une révélation soudaine au bout du 8e jour. C'était le matin, j'allais machinalement chercher mon seau. Il y a des choses qui étaient déjà devenues des habitudes, comme le fait de je me lève et avant d'aller chercher mon déjeuner, je vais dans la véranda chercher mon seau en plastique. J'ouvre l'armoire et là je cale et je compte dans ma tête et je me dis attends, c'est quand la dernière fois que j'ai pas vomi? Et là je refais le fil et je crois que j'ai bloqué pendant au moins une demi-heure devant cette armoire ouverte avec le seau en plastique, à essayer de compter les jours, à essayer de me dire « Ah mais non, mais ce jour-là j'ai vomi, et la veille aussi j'ai vomi », et à compter les jours et à me dire « Bordel, ça fait une semaine entière que je vomis tous mes repas ». Et donc là ça devenait très compliqué avec moi-même de me dire « Non, j'ai pas de problème, c'est juste une fois ». Ça devenait très compliqué de me mentir à moi-même à partir du moment où je m'étais rendu compte que « Waouh, ça fait une semaine que j'ai vomi des dizaines de fois, tous les jours ». J'avais plus ou moins 3 sessions de vomi par jour après chaque repas, mais c'était jamais oh, je mange blindé et puis je vomis une fois. C'était je mange blindé, je vomis, je remange, je revomis, je remange, je revomis, jusqu'à avoir des crampes à force de vomir. Et donc j'étais là à réaliser, ok, c'est problématique, et d'un côté j'ai très envie de me faire cet énorme petit-déj, à me faire péter la panse et à manger 12 petits-déj parce que c'est bon, mais de l'autre côté, je me rendais quand même très bien compte que c'était très bof comme situation dans laquelle j'étais en train de me mettre. Je sais que pour la santé, c'est très mauvais. Je sais que se faire vomir, même si tu gardes de la bonne bouffe dans tes organes et que tu as les apports qu'il faut et que tu maigris pas, c'est mauvais pour la santé, quoi qu'il arrive. Quand tu vomis, même si après t'as les apports qu'il te faut et du coup tu as assez de calories par jour, tu vomis, je crois, du potassium si je me trompe pas, mais bref, tu fais des carences, tu perds tes dents, tu perds tes cheveux, ta peau elle devient dégueulasse. Donc même si tu manges suffisamment tous les jours, si tu vomis tous les jours, ça va être caca. Tu vas perdre tes dents, tu vas perdre tes cheveux, ta peau va être dégueulasse. Enfin, dans tous les cas, ça va très mal se finir. Ça, je le savais très bien. Et je me rendais bien compte que c'était le moment charnière où soit je reposais ce seau et j'arrêtais, soit si je m'autorisais à le faire une dernière fois, j'allais jamais arrêter. Je le savais. Tu sais, c'est le genre de dernière barrière, de dernier moment où soit tu saisis l'opportunité d'arrêter, soit il va vraiment falloir que tu touches le fond du fond du fond avant d'avoir une deuxième opportunité, un deuxième déclic, une deuxième chance de te réveiller. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ça m'a coûté, ça a été un effort, mais j'ai posé ce seau. J'ai mangé mon petit-déj normalement, et puis j'ai foncé à la salle pour m'occuper, pour faire autre chose. À partir de là, je me suis organisée pour voir le plus de monde possible, pour essayer de ne plus être seule quand je mangeais. Je me rendais bien compte que j'avais un souci, je me rendais bien compte que j'allais avoir du mal à en sortir. Je crois qu'à ce stade-là, je mesurais très bien ce qui était en train de m'arriver. Donc je me suis organisée pour voir le plus de monde possible, ce qui m'a poussée à faire encore plus de la merde avec les garçons. Mais bon, l'adage ne dit-il pas « il vaut mieux avoir le sida qu'être anorexique ». Non. Non. Oublie ce que je viens de dire. C'est vraiment le pire conseil. C'était juste pour la blague, mais en vrai c'est pas drôle du tout. Et non, j'ai pas le sida, bon, on s'en fout, même je l'aurais, ce serait pas grave. Enfin si, c'est grave, mais bref, il n'y a pas de honte à avoir le sida. Je me perds dans les messages que je veux faire passer, c'est terrible. Bref, j'ai fait encore plus de merde avec les garçons, mais au moins je vomissais plus.
Je me suis aussi arrangée pour voir le plus possible mes amis, alors eux ils savaient même pas, en fait personne n'était au courant. En fait il y a peu de gens qui sont au courant de cette histoire, il y a plein de gens qui vont peut-être l'apprendre avec cette vidéo là, mais donc mes potes se sont sûrement dit cool, elle veut plus nous voir, c'est chouette, mais en vrai c'était surtout une façon de ne pas être toute seule quand je mange, parce que s'il y a des gens, bah évidemment que je peux pas aller me faire péter la panse aux toilettes et puis vomir, ils sont là, je peux pas le faire ça. Peu de temps après, j'ai rencontré un garçon avec qui on a fini par se mettre en couple, on a emménagé très vite ensemble et je pense que c'était une extrêmement bonne chose pour moi à ce stade de ma vie, parce que comme lui ne travaillait pas à l'époque, bah du coup j'étais plus jamais toute seule, il y avait quelqu'un avec moi en permanence quand je mangeais, ce qui était très bien. À ce même moment, pour des raisons médicales qui n'ont vraiment rien à voir avec cette histoire-là, j'ai dû redevenir omnivore, et je pense que ça a beaucoup aidé, dans mon cas. En fait, ça m'a aidé parce que du coup, ça relâchait un bon nombre d'interdits. Tu sais, quand ça fait 3 ans que t'as pas mangé un bout de viande, un blanc de poulet, oh, un blanc de poulet, même cuit à la vapeur, c'est du sucre, c'est délicieux. Alors d'ailleurs, je fais une mini parenthèse par rapport au véganisme et à ce trouble. Le chocolat et toutes les crasses que je pouvais m'empiffrer pendant ces crises, ouais, on peut appeler ça des crises, mais c'est pas du tout vegan, il y a des produits laitiers dedans. Quand j'avais ces crises de bouffe de l'extrême, en fait, j'oubliais absolument tous mes interdits, tous mes principes au niveau de la diététique, mais également au niveau du véganisme. Voilà, enfin, je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, vraiment, il y a tous les neurones qui étaient éteints, c'est « je veux de la bouffe, je veux du chocolat ». Je sais pas, écoute, je sais pas. Donc bref, je suis redevenue omnivore et ça m'a énormément aidée, je pense, parce que ça faisait sauter tout un tas d'interdits. En fait, j'avais plein d'interdits au niveau de la bouffe. Il fallait que je fasse gaffe aux apports caloriques, aux apports en termes de protéines, de glucides, de lipides. Il fallait que j'ai des fibres. Il fallait que je mange pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de viande. Enfin, il y avait beaucoup d'interdits dans ce que je pouvais manger et ce que je ne pouvais pas manger. Et donc, avoir de nouveau le droit de manger des œufs, de la viande. Alors les produits laitiers par contre c'est le seul truc où je continue de faire l'impasse par principe. Même maintenant que j'ai recommencé à consommer tout le reste, le lait je ne peux plus. Sauf dans le chocolat, je suis désolée. Je suis la pire ex-végane, mon dieu. Je suis vraiment la pire. Ah, les véganes, ils vont me taper pour les messages que je suis en train de faire passer, c'est une catastrophe. Ils ont raison, hein. Franchement, c'est eux qui ont raison, c'est pas moi, mais ils vont me taper, ils auront bien raison. Bref, c'est même pas le sujet de la vidéo, oh mon dieu, Aline, tu te perds dans ce que tu racontes. Et pour rester dans cette ligne directrice du « je suis la pire ex-végane de la Terre », depuis ce jour-là, je mange une tonne d'œufs. Je suis désolée, c'est trop bon les œufs. Je pense vraiment que les œufs ont eu un grand rôle dans le fait qu'aujourd'hui j'ai plus de problèmes alimentaires. J'adore ça, c'est beaucoup trop bon, c'est beaucoup trop bon les œufs. Je crois d'ailleurs que je prévois un jour d'avoir des poules pondeuses, ce serait trop bien. Bref, faire sauter ces interdits-là, ça a encore participé au fait que j'allais de mieux en mieux de ce côté-là. Et petit à petit, j'ai appris à me laisser des marges d'erreur. J'ai arrêté de compter les calories, j'ai arrêté de peser. Alors entre le moment où j'ai arrêté de peser et le moment où j'ai été totalement saine dans mon rapport à la bouffe, il y a quand même eu longtemps. Mais le moment où j'ai arrêté de peser, où je me suis forcée à mettre en place des choses très concrètes pour ne plus être dans ces troubles-là, ça allait très vite. Je savais ce que je devais faire pour sortir de là, je savais ce que je ne devais pas faire, je ne devais pas peser, je devais m'autoriser des marges d'erreur, et j'ai commencé à presque me forcer, en fait, à me dire, ok, une fois par semaine, je mange un cheat meal, c'est comme ça, il y a une fois par semaine où je dois me faire plaisir, c'est indispensable, sinon je vais péter un câble. Et puis, le temps passait, tu sais, au moment où j'ai eu ces problèmes alimentaires, ça faisait peu de temps que je m'entraînais, j'avais encore peu de recul par rapport à ça, c'est quelque chose que je connaissais pas encore bien, mais plus le temps passe, plus je connais mon corps, plus je vois que tant que je m'entraîne bien, je peux m'autoriser des écarts, ça n'a aucune incidence. Et aussi cette année-là, j'ai déplacé petit à petit mes objectifs sportifs qui au départ étaient plus axés sur le physique vers la performance. Au moment où j'ai eu ces troubles-là, ça faisait 6 mois que je m'entraînais et en 6 mois, je tâtonnais encore un petit peu. Ma pratique du sport évoluant, j'ai acquis plus de connaissances, j'ai appris qu'il fallait pas toujours s'entraîner aussi souvent que ça. Je me suis rendu compte que j'adorais pousser des charges lourdes, c'est là que j'ai découvert vraiment mon amour pour le hip thrust et d'autres exercices comme ça où je peux me dépasser. Et donc cette année-là, mes objectifs ont vraiment transité du physique vers la performance. Et pour avoir des bonnes perfs, il faut bien manger. Faut manger des calories. Ne plus jamais manger seul, ça m'a aidé, mais c'était pas une aide durable en fait. C'était, je me forçais à être surveillée, mais donc ça voulait dire qu'à la seconde où j'étais plus surveillée, j'étais capable de retomber là-dedans. Ce qui m'a vraiment aidé de manière durable, c'est ne plus compter mes calories et avoir des objectifs beaucoup plus de perfs. Parce que pour faire des grosses perfs, il faut manger suffisamment. Si tu manques de calories, si tu manques d'apport, tes perfs seront forcément impactés en mal. Et comme je ne pèse plus rien, c'est un peu du pifomètre. Et dans ces cas-là, comme je veux faire des grosses perfs, il vaut mieux manger trop que trop peu. Comme c'est du pifomètre, j'ai toujours, depuis ce moment-là, préféré favoriser de manger trop, de viser trop haut, au pire j'aurais trop de protéines, au pire j'aurais trop mangé, mais au moins je ferai les perfs que je veux. Donc c'est vraiment la conjoncture de je pèse plus rien, je veux faire des perfs qui
où on fait un très bon mélange et se sont dit bon bah vas-y autant manger trop que trop peu, ça vaut mieux. Et puis aussi n'étant plus autant focus sur le physique, bon la diète en soi, moins important on va dire. Après ça j'ai dû vomir peut-être encore 4 ou 5 fois au total, à de très rares exceptions, quand j'ai fait un gros craquage ou quand j'allais pas bien. Je sais même plus pourquoi j'ai vomi les quelques fois où je l'ai encore fait, mais c'est arrivé très rarement sur peut-être les 3-4 premiers mois. Même pas, je pense que c'est arrivé peut-être les 2 premiers mois, mais j'ai très vite complètement arrêté ça. Et au final, je pense que j'ai eu énormément de chance que ça a été aussi violent et rapide. En fait, ça a été tellement extrême, hyper vite, que je pouvais pas ne pas me rendre compte que j'avais un problème. Quand, au bout d'une semaine, tu te rends compte que t'en es à ce genre d'extrême, tu peux plus te mentir à toi-même, me dire « Oh non, c'est juste une fois ». Alors que si ça avait été une lente et longue descente progressive, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de tirer la sonnette d'alarme et de me rendre compte « Ok, là, j'ai passé un cap ». Une autre chance que j'ai eue, évidemment, c'est que beaucoup de choses se sont bien mises. Le fait que j'ai eu de la chance, vu mes problèmes de ce moment-là, de devoir redevenir omnivore. Ça s'est bien mis, on va dire. Emménager avec ce garçon-là, ça s'est bien mis. Mes objectifs sportifs se sont bien mis. Le fait que je commence à en connaître plus sur la muscu, ça s'est bien mis. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que c'est même assez rare de tomber dans ce genre d'extrême et d'en ressortir presque aussi vite. J'ai mis longtemps à raconter cette histoire parce qu'en fait, je me sentais pas légitime. En fait, ça a été tellement court comme période. Ça a duré 8 jours. 8 jours au total, même pas, c'était le matin du 8e jour que j'ai arrêté, donc au total, j'ai eu ces pulsions pendant 7 jours complets, pendant une semaine, mais je me sentais pas légitime parce que je ne me considère pas comme ancienne anorexique. Je ne considère pas que j'ai été anorexique à ce moment-là, je me trompe peut-être, hein. Je ne suis pas experte, je suis pas psychiatre, je n'ai pas vu de psychiatre à ce moment-là, peut-être qu'on m'aurait diagnostiqué anorexique ou je ne sais pas quoi, mais encore aujourd'hui je ne considère pas que j'ai été anorexique, mais que j'ai frôlé de très près la catastrophe. Donc ouais, je me sentais pas légitime, j'avais peur que ce soit mal perçu, j'avais peur que ce soit utilisé contre moi, mais aussi je sais aujourd'hui que c'est important que j'en parle pour plusieurs raisons. Déjà je pense que c'est important de raconter mon histoire parce que ça prouve bien que ça peut aller très très vite. Et ça prouve aussi que si tu tires la sonnette d'alarme très vite, ça peut aussi se terminer très bien, très facilement, très vite. Enfin, très facilement. J'ai quand même dû faire des efforts, mais j'estime que j'ai pu m'en sortir avec des efforts tellement moins importants que quelqu'un qui est dans ces troubles-là depuis des années. C'est important de dire que oui, ça peut aller très vite, mais ça peut également être évité très vite. Quelqu'un qui est dans l'anorexie depuis des mois, voire des années, ça va lui prendre une vie d'en sortir. Alors que là, aujourd'hui, moi, ça fait 4 ans, et je considère que c'est un chapitre qui est clos. Je sais que jamais je pourrais retomber là-dedans, à moins que je n'ai l'idée complètement débile de recommencer à compter mes calories. Là, c'est peut-être le seul truc qui pourrait être dangereux pour moi. Ça peut peut-être aider des gens à se rendre compte que compter les calories, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de ce cadre. Il y a des gens pour qui c'est bénéfique d'avoir un objectif chiffré. Mais pour tous les gens qui, comme moi, sont des perfectionnistes avec des tendances maladives au perfectionnisme, fuyez ça. Fouillez les chiffres. Vraiment, je ne peux que vous déconseiller de compter des calories, de compter des apports, de compter des grammes. Ne le faites pas si vous êtes perfectionniste. Franchement, je sais même pas où je veux en venir avec cette histoire-là. C'est vraiment donner mon vécu, raconter mon histoire par rapport à ça. Ça peut en aider certains, ça peut en divertir certains. Peut-être que mon histoire t'a fait rigoler, je ne sais pas. Peut-être que t'étais PTDR quand je t'ai raconté que je vomissais. Lol, elle vomit. Ça peut peut-être aussi être un message d'espoir pour tous ceux qui sont dans des troubles alimentaires qui sont vraiment pas comiques à vivre. Que ouais, tu peux un jour en sortir tout à fait. Tu peux un jour réaliser tes objectifs sportifs et nutritifs tout en étant dans un rapport à ton corps qui est très sain. Tu peux être très bien dans tes baskets. Moi, c'est mon cas. Je suis bien dans mes baskets. Je suis hyper bien dans ma pratique du sport. J'adore ce que je fais au niveau du sport. J'ai un très bon rapport à la bouffe. Je prends plaisir en mangeant, surtout quand je mange des œufs. Alors évidemment, je peux pas finir cette vidéo sans vous informer un petit peu sur les différents numéros qu'il y a en France et en Belgique. Je vais regarder si on a d'ailleurs en Suisse ou au Canada, enfin en tout cas dans tous les pays francophones, je vais regarder un petit peu pour vous afficher à l'écran les numéros que vous pouvez appeler si un jour vous avez un problème par rapport à des troubles alimentaires, ou si un de vos proches a des problèmes avec ça et que vous voulez demander de l'aide. Il y a également les médecins vers qui vous pouvez vous tourner. Normalement, même les généralistes pourront vous rediriger vers des personnes compétentes pour vous aider avec ça, vous ou vos proches. Oh bonjour mon petit cœur, tu arrives pile à temps pour la fin de la vidéo. Bonjour mon amour. Bonjour petit cœur. En vrai, c'est un sujet dont j'ai parlé à pratiquement personne. Il y a très peu de mes proches qui sont au courant de cette histoire-là. Du coup, j'ai très peu de feedback par rapport à ça. J'ai peu d'avis par rapport à cette histoire-là, donc je serais très curieuse d'avoir vos avis en commentaire. Comme ça, on peut peut-être en débattre, un petit peu parler de tout ça, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même important d'être abordé. Surtout que là, comme l'histoire finit bien, je pense que c'est un bon contexte pour parler de tout ça, en sachant qu'il est tout à fait possible d'en sortir indemne. Je t'invite à me suivre sur tous mes autres réseaux, bien sûr Instagram, ce serait cool, c'est là qu'on s'amuse le plus. Je fais plein de stories, je montre tous mes entraînements, je montre tout le temps le petit pipou d'amour.
et je fais des blagues tout le temps. J'ai aussi créé un TikTok récemment où je fais que des blagues et c'est rigolo. Moi j'aime bien les blagues, abonne-toi. Et par rapport à YouTube, bah, tu serais vraiment un petit chat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, mais tu es déjà un petit chat en chocolat. Le genre de chocolat qu'on mange sans le vomir, ne t'inquiète pas. Je suis désolée, je te traite de chocolat qui ne se vomit pas, c'est horrible. Bref, abonne-toi, active la cloche et je te vomirai pas, c'est promis. J'adore la fin de cette vidéo, c'est terrible. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros boutous.